Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire en compagnie d'Alain Yo. Alors, bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors, ce nouveau webinaire, donc, le sujet, c'est comment renforcer son immunité avec l'aromathérapie. Alors, avant de commencer, je vais quand même te représenter, Alain, parce que je pense qu'il y a certaines personnes ce soir qui te découvrent, même s'il y en a beaucoup qui sont de tes grands habitués, de tes fans. Alors, Alain, tu es un thérapeute en médecine naturelle depuis plus de 30 ans, donc tu es un grand spécialiste de médecine naturelle. Tu es diplômé en particulier de naturopathie, en aromathérapie et en sophrologie. Et tu as également été vers toutes les médecines nutritionnelles et fonctionnelles et les thérapies psycho-énergétiques comme l'EFT et Tipeee. Et ton autre casquette également, c'est toute la partie enseignement, puisque tu as enseigné en école de naturopathie à Paris et à Toulouse pendant plus de 10 ans. Tu as des formateurs également en aromathérapie pour les particuliers et les professionnels de santé en milieu hospitalier. Et tu es également conférencier, en particulier pour un laboratoire spécialisé en compléments alimentaires. Et tu as également écrit de nombreux articles concernant donc la médecine préventive et médecine naturelle, donc tes deux sujets de prédilection. Et enfin, tu encadres des cures de jeûne et tu as d'ailleurs écrit un ouvrage qui a été édité donc en 2019, en septembre 2019, qui concernait donc le jeûne. Alors, Alain, avant de parler des huiles essentielles, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, peux-tu nous expliquer simplement comment fonctionne le système immunitaire? Puisqu'on parle de système, donc c'est global, je pense. Tout à fait. Je vais juste amener un petit complément et un scoop pour nos amis auditrices et auditeurs, plus particulièrement ceux du Sud-Ouest. J'espère qu'ils sont nombreux. Donc, je vais reprendre l'enseignement en école de naturopathie, donc des projets, je vous en parlerai bientôt, pour reprendre une école sur la région toulousaine. Voilà, donc ça va me permettre de renouer avec l'enseignement et la formation initiale de futurs consoeurs et confrères, donc quelque chose que j'adore faire. Donc ce soir, justement, on va aborder le sujet important, sujet délicat. Vous allez voir ô combien intéressant quand on s'intéresse aux principes actifs des plantes à travers les huiles essentielles. Mais comme tu me demandais à juste titre, Emmanuel, je propose de faire un petit topo, alors simple, on n'est pas en cours médical, mais bien comprendre quel est l'enjeu et à travers peut-être situer justement comment fonctionne le système immunitaire. Simplement, comme tu l'as dit, je précise simplement parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et même les médecins classiques n'ont pas toutes les compréhensions. Il y a même des spécialistes qu'on appelle des immunologues. Et quand je discute avec eux, j'avoue que moi-même, j'ai du mal à suivre la conversation. Donc, c'est dire combien c'est complexe. Donc, on va parler de choses basiques, simples. Mais derrière, il y a un objectif pédagogique, c'est justement vous permettre de comprendre l'impact de l'hygiène de vie sur l'immunité, le lien qu'il peut y avoir avec certains paramètres quand vous êtes stressé, pourquoi votre système immunitaire est plus défaillant et autres. Et ce soir, on parle d'aromathérapie, certes, mais mon approche, comme le rappelait Emmanuel, en médecine globale, en médecine de terrain, fait qu'on ne peut pas exclure non plus l'hygiène de vie au sens large si on veut prendre soin de sa santé en général et de son système immunitaire en particulier. Alors, pour dire simplement les choses, le système immunitaire, c'est un système de reconnaissance du moi et du non-moi. On pourrait dire de façon un petit peu métaphorique que le système immunitaire est très xénophobe. Il n'aime pas les étrangers, c'est-à-dire des cellules ou éventuellement des micro-organismes qui n'ont pas la carte d'identité du porteur du système immunitaire. Donc, c'est un système très sélectif. Alors, heureusement, on verra qu'il y a quand même quelques tolérances, heureusement, par rapport aux aliments, puisque les aliments sont des molécules étrangères à l'être qui les assimile, mais il existe des systèmes de tolérance qui fait que on peut quand même assimiler des molécules alimentaires sans que le système immunitaire se fâche, se mette en colère. Alors, son objectif à notre système, il faut bien comprendre à ça, c'est extrêmement important. Je fais peut-être une petite parenthèse sur les maladies dites immunitaires ou auto-immunes. Eh bien, le système immunitaire est vraiment notre ami, il est vraiment là, c'est notre meilleur gardien qu'on puisse avoir pour prendre soin de notre intégrité.
Et aujourd'hui, justement, j'avais fait une petite allusion dans la présentation du webinaire ce soir, disant qu'aujourd'hui, on meurt plus de maladies infectieuses, quoique, méfions-nous un petit peu, quand on regarde l'actualité, on voit bien qu'il y a quand même des maladies qui nous tuent encore au XXIe siècle, y compris dans les pays modernes ou pour lesquels les conditions de vie sont correctes ou privilégiées. Mais globalement, notre système immunitaire est très perturbé par l'environnement et on souffre de plus en plus de maladies dysimmunitaires. Et justement, je me propose de vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, revenons aux bases, le système immunitaire. Donc, c'est un système qui permet, à travers ce qu'on appelle le HLA, certains ont peut-être entendu parler de ce terme, ça veut dire, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire Human Leukocyte Antigen, ou si vous préférez antigène des leucocytes humains. Eh bien, nos gardiens, nos gendarmes, nos militaires, nos policiers, si on prend métaphorique, les gardiens de notre intégrité ont la capacité justement de vérifier le code de ceux qui veulent entrer dedans par différentes voies. Ça peut être par la barrière cutanée, par les muqueuses ou par la barrière digestive, bien évidemment. J'ai le code, je peux rentrer, j'ai pas le code, et là, on discute pas. Il y a toute l'armée qui déclenche une réaction pour éliminer les intrus. Alors, le système immunitaire, il va utiliser justement ce fameux code HLA ou cette carte d'identité, on va parler plus simplement. J'ai ma carte d'identité, je suis identifié ou mon code d'entrée. Eh bien, ça lui permet de distinguer les cellules du soi de celles du non-soi. Donc, toutes nos cellules portent notre code, notre identité, et normalement, c'est pas du tout normal que des cellules du corps nous appartenant puissent être détruites, des cellules nerveuses, comme la maladie de Charcot, des cellules du pancréas, comme le diabète type 1, comme des cellules de la peau avec le lupus, etc. Donc, il y a quelque chose d'anormal, et je ferai peut-être un petit retour sur ce point-là. Donc, on a à partir de ce moment-là, toute une armée qui va être à notre service et qui permettent justement, s'il y a également un envahisseur, c'est-à-dire un pathogène, donc une bactérie non amie, parce qu'on a des bactéries amies, on en a également plein dans le microbiote par exemple, ou si une cellule a été contaminée par un virus, eh bien à ce moment-là, elle est plus harmonieuse, elle perd son identité et le système immunitaire va la détruire. Et c'est une bonne chose parce que, entre autres, pour les virus, on en parlera tout à l'heure, avec ce fameux coronavirus, eh bien, le virus se multiplie, il n'a pas de système lui appartenant, donc il va parasiter une cellule et c'est comme ça qu'il va se multiplier. Donc, il vaut mieux détruire tout de suite l'intrus et là, on va avoir des natural killers, c'est-à-dire des cellules qui ont pour fonction de tuer les intrus. On a des leucocytes également qui sont spécialisés dans la reconnaissance identitaire des cellules. Donc, vous voyez déjà, on a comme des soldats qui font, comme on fait aujourd'hui en reconnaissance faciale, eh bien, on a déjà ça, en fait. Tout ce qu'on invente dans le monde informatique, dans les technologies, ce n'est que du biomimétisme. On a vraiment des systèmes extrêmement sélectionnés. Donc, les premiers systèmes de défense, et là, revenons à des choses basiques, c'est ce qu'on appelle les barrières épithéliales. Barrières épithéliales, c'est de la peau, c'est de la muqueuse et du mucus également qui sont là pour faire une barrière, que ce soit cutanée, que ce soit au niveau d'une muqueuse nasale, une muqueuse génitale ou une muqueuse digestive. Et cet épithélium, lui, il est constitué de cellules qui font barrière au niveau physique, mais également certaines cellules ont des capacités de pouvoir fabriquer des produits chimiques ou des substances toxiques pour tuer les microbes. On parle d'immunoglobuline, on parle de mucine, on parle de défensine, etc. Donc, ce sont vraiment des substances qui vont déjà faire l'intégrité, protéger nos barrières. Donc, on est très bien protégé, tout est prévu. Ce qui veut dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai des milliards de bactéries qui pourraient être mortelles. Des staphylocoques dorés, j'en ai plein sur la main, vous aussi qui m'écoutez. Mais pour autant, tant que les barrières sont efficaces, on risque rien. Et ça, c'est important parce que justement, ça fait toute la différence entre la médecine de terrain qui s'occupe de mettre le terrain dans de bonnes dispositions que la médecine symptomatique, allopathique. Elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. La médecine allopathique est utile, indispensable quand justement le terrain est dégradé. Mais si on s'occupe de son terrain, c'est-à-dire ce qui est le cœur de mon métier, eh bien, on va permettre d'avoir tout un système immunitaire le plus efficace possible. Et quand il n'y a plus de solution, eh bien, c'est là où les médicaments prennent le relais, les antibiotiques et autres. Mais on va voir qu'on a aussi des alternatives, très belles alternatives, du côté du sujet qui nous intéresse ce soir, du côté de l'hormone. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, sans trop aller trop loin non plus, eh bien, on pourrait dire que notre système immunitaire est composé de deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle, ce que tout le monde a entendu parler, on apprend ça, je crois, au collège, l'immunité
innée. Donc cette immunité innée, elle nous appartient, c'est notre patrimoine. Il n'y a pas besoin de l'éduquer, on a ça de base et elle est constituée de cellules qui sont dédiées. C'est les monocytes, les macrophages, les neutrophiles, les fameuses natural killers dont je viens de parler, et tout un réseau d'approvisionnement pour qu'elles puissent fonctionner. Donc ça, on utilise en premier lieu les barrières. Donc si on veut parler d'immunité, ça veut dire avoir des bonnes barrières, des bonnes muqueuses, du bon mucus, du bon microbiote. Donc ça, c'est les barrières physiques, mécaniques, chimiques. Et après, on a les cellules qui circulent, et en particulier, justement, les premières impliquées en cas d'attaque de terrorisme ou en cas d'attaque de toxiques, eh bien, c'est l'immunité innée. Mais si celle-ci, à un moment donné, n'est pas suffisante et qu'elle commence à déborder, il y a des alertes, il y a tout un tas de communications qui se passent entre l'autre immunité, qu'on appelle l'immunité spécifique. Elle va être mise en place, cette autre immunité, uniquement si la réponse immunitaire n'est pas assez efficace de côté inné et que l'étranger, l'agent étranger ou pathogène est toujours présent. En général, ça se déclenche à partir de 96 heures après le contact avec le micro-organisme. Je parle de ça parce que vous comprendrez comme ça qu'est-ce qui se passe sur les périodes d'incubation, pourquoi il ne se passe rien, on incube et comment à un moment donné ça se déclenche. Elle, cette immunité spécifique, elle est capable de reconnaître des antigènes, c'est-à-dire quelque chose qui est étranger à nous, donc il y a une marque qui n'a pas la marque d'appartenance à l'autre, et elle va diriger son attaque spécifiquement contre eux. Donc là, c'est un système qui est très spécifique, très systémique en même temps, spécifique pour certains virus, certaines bactéries, et systémique parce que ça va protéger l'ensemble du territoire. Si je me mets une écharpe dans le pied qui porte un staphylocoque, mon système immunitaire, il est global et il va pouvoir agir à n'importe quel endroit. Mais ce système-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a également une mémoire. Et ça, c'est intéressant de comprendre. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec les vaccins, avec certaines controverses dans certains cas, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Le problème, c'est pas trop les vaccins qui sont toxiques, c'est surtout les adjuvants, vous le savez certainement. Mais aussi, on a une autre façon, c'est de se vacciner naturellement. Et c'est vrai que si vous m'écoutez, vous avez des jeunes enfants, eh bien, je vous invite à les laisser être en contact avec des animaux, avec également quelques poussières et autres, parce que ça va activer leur système immunitaire. Et une fois que le système immunitaire spécifique a été activé, il va garder en mémoire les informations, et ce qui fait qu'à la prochaine attaque, il aura une capacité de réponse immédiate démultipliée. Et je prends l'exemple des maladies infantiles, comme la rougeole, par exemple. On sait que avant que ces vaccins aient été systématiques et généralisés, eh bien, en tout cas, moi, dans mon enfance, il n'y avait pas ces vaccins-là. J'ai eu la rougeole, j'ai été en contact avec des enfants qui avaient la rougeole. J'ai eu aucun signe clinique parce que mon système immunitaire et ma mémoire a mis en mémoire les anticorps. Et dès que le virus a été détecté, ils ont pu prendre la défense de mon territoire. Alors, je voudrais faire maintenant un petit lien peut-être sur justement l'impact de l'hygiène de vie. Eh bien, l'hygiène de vie fait que, en fait, on va rendre toutes ces cellules efficaces et qu'on va leur permettre de faire leur job, et que s'il y a des stress chimiques à cause d'une alimentation trop dénaturée ou trop industrielle, s'il y a des stress psychologique à cause d'une pression permanente qu'on n'arrive pas à gérer, eh bien, tous ces systèmes communiquent et l'immunité va être justement affectée et nos armées seront trop mobilisées pour se défendre contre des pathogènes ou contre des molécules non reconnues, les xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules étrangères à la vie, et vont perdre en efficacité par rapport à la possibilité de réponse par rapport à l'intrus. Voilà, on va peut-être rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, Emmanuel, mais je ne veux pas aller plus loin. Déjà, pour le moment, ça permet de situer un petit peu le cadre. Donc, vous voyez, on voit déjà l'impact que ça peut avoir. Alors, c'est vrai aussi que là, tu nous as parlé du système immunitaire, donc indispensable justement contre tous les virus et les infections et autres. Et souvent, on parle des personnes âgées qui sont souvent plus vulnérables aux infections. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi? Est-ce que c'est lié justement à leur système immunitaire qui est un petit peu moins costaud? Alors, on pourrait parler de sénescence cellulaire. La sénescence cellulaire, bien sûr, ça va avoir un facteur, mais on va voir, et c'est la bonne nouvelle, en tout cas, c'est une des bonnes nouvelles de la soirée, parce qu'il y en a plein d'autres, j'espère, c'est justement, c'est réversible. Quand on s'occupe de l'hygiène, on va voir que c'est réversible. Mais pour pouvoir répondre à ta question, Emmanuel, il faut peut-être situer un petit peu le contexte. Donc, je parlais de ces cellules un peu spécialisées.
Et on a des cellules qu'on appelle les lymphocytes T, qui elles sont un petit peu, je pourrais prendre une métaphore, un petit peu comme les forces antiterroristes qui se baladent en hélicoptère avec un projecteur pour repérer les intrus. Eh bien, ces lymphocytes T, qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent en permanence dans notre circule, dans nos tissus, dans nos vaisseaux, etc. Et eux, on les appelle T au départ, juste pour l'historique, parce qu'ils ont été stockés dans le thymus initialement, donc T de thymus. Hein. Et donc, ils sont en permanence, en vigilance. Ils vont essayer de repérer, dès qu'il y a une cellule infectée, paf, ils arrivent, ils envoient les armées. S'il y a une cellule cancéreuse, pareil, on fabrique des centaines, voire des milliers de cellules cancéreuses tous les jours, il n'y a pas de danger. Tant qu'on a une immunité efficace, ces cellules sont repérées comme étant mutantes, le système immunitaire les détruit et il n'y a pas de risque d'amalgame et de faire un peu comme les terroristes qui s'arrêtent, enfin, ou comme j'aime pas toujours utiliser ces images un peu guerrières, mais bon, en tous les cas, ces intrus, on va dire, pour être plus doux dans les propos, s'agglutinerait à un moment donné, et là, il pourrait avoir une force d'opposition ou une force de nuisance importante. C'est ce qu'on appellerait en cancer, bien sûr, la tumeur. Eh bien, ce lymphocyte dont je parlais tout à l'heure, quand il élimine sa cible, je vous le disais, il va en plus le garder en mémoire, ce qui va lui permettre de se reproduire des dizaines de milliers de fois à la prochaine attaque du même virus. C'est l'exemple que je prenais, par exemple, avec la rougeole et autres. Mais quand il y a une armée qui déclenche une attaque rapide et efficace pour le prochain contact avec le virus, il faut savoir que ça va consommer un certain nombre de molécules et entre autres des enzymes qui permettent le renouvellement de ces cellules, qu'on appelle la télomérase, et pour justement protéger le patrimoine génétique de ces cellules, le génome, et qui s'appelle les télomères, hein, donc qui protègent le patrimoine génétique, l'ADN, et ça consomme beaucoup d'énergie. Et le problème, c'est qu'en vieillissant, eh bien, cette enzyme qu'on appelle la télomérase commence à fonctionner un petit peu moins, et donc nos cellules continuent à se multiplier, mais elles sont plus efficaces. C'est un petit peu comme, si vous préférez de façon métaphorique, eh bien, on avait encore les cellules qui sont là, mais qui ont plus la capacité de se battre. Alors, on pourrait dire, bah, c'est une fatalité, c'est-à-dire qu'en vieillissant, forcément, notre système immunitaire va perdre en efficacité. C'est un peu comme si il y avait une ville qui était là et qui a plus suffisamment d'argent pour s'offrir ces fameux hélicoptères. Donc elles sont là, tout a l'air normal de l'extérieur, mais pourtant, elle est à la merci de criminels. Et les antigènes de bactéries, donc ou de virus ou ces cellules cancéreuses, finalement, elles vont plus être éliminées. Alors, c'est vrai que physiologiquement, les cellules vont devenir un peu plus sénescentes. Mais il faut savoir qu'on a des moyens de réarmer ces capacités et en particulier et de faire en sorte que les personnes âgées sont plus réactives au virus. Hein. Bien sûr, on peut penser à la grippe, on peut penser au coronavirus, on peut penser au HIV, on peut penser à toutes ces attaques-là. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que en modifiant son hygiène de vie, et en particulier, tu l'as rappelé tout à l'heure, même si c'est pas l'objet du webinaire, j'aurais du mal à m'empêcher de faire une petite parenthèse sur le sujet. Il faut savoir que, en tant que spécialiste du jeûne et auteur d'un livre de référence dans le domaine, j'ai compulsé énormément la documentation scientifique, toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, et on a des centaines et des centaines de publications qui corroborent le fait de faire une pause de 72 heures, entre autres, je pense pour les spécialistes aux travaux de Walter Longo, hein, qui est professeur et chercheur à l'université de Los Angeles, en Californie. Eh bien, on voit la corrélation directe entre le jeûne de 72 heures et en fait ce qui se passe, ce qui explique très bien Longo, c'est une publication qui a quelques semaines dont je vous parle, donc tout récent, je n'ai pas pu mettre dans mon ouvrage parce que je n'avais pas cette information à ce moment-là. Eh bien, il explique que en fait le matériel protéique est réutilisé pour pouvoir réparer les cellules quand on n'a même plus de protéines par l'extérieur. Donc en cas de jeûne, en l'occurrence, ça marche aussi en cas de régime restrictif très strict. Hein. Il a mis au point Longo un régime spécifique. Moi, je préfère parler du jeûne. Quand on peut faire le jeûne, c'est encore plus efficace et finalement beaucoup plus simple. Eh bien, à ce moment-là, le corps est intelligent. Il va prendre les vieux lymphocytes qui sont un peu dégénérescents, un peu fatigués, et on va l'utiliser comme bois de chauffage, c'est-à-dire comme matériau de base pour pouvoir fabriquer des nouvelles cellules pendant cette période de privation pour réparer les cellules, etc. Donc, toutes les protéines ou acides aminés dont on a besoin. Et ce qui fait que quand on va remanger, à ce moment-là, il y a un ordre qui est donné à la moelle osseuse pour refabriquer des cellules plus jeunes
à partir des cellules souches, si vous préférez, et donc on va rajeunir la population immunitaire. Et c'est pour ça, et là je peux en témoigner, j'ai des centaines d'exemples par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, que je continue à accompagner pendant des cures de jeûne, qui à l'issue d'un jeûne, à partir de 3 jours, ça marche pas en dessous, il faut vraiment passer ce cap-là. Si on fait une semaine, bien sûr, c'est encore plus efficace, mais à partir de 3 jours, vont avoir une immunité qui sont beaucoup plus efficace. Et ça, c'est d'autant plus vrai également pour des personnes âgées, puisqu'on a déjà accueilli des personnes qui ont plus de 80 ans. Bon, il faut être en bonne condition. Tout le monde, 100% de la population ne peut pas faire ça. Il ne faut pas être épuisé, il ne faut pas être, voilà. Mais l'âge, en tous les cas, est plutôt une bonne indication qu'une contre-indication par rapport à ce moment-là. Alors, retenez par rapport à ça que, en vieillissant, oui, l'immunité va perdre en efficacité. J'ai expliqué un petit peu l'histoire des hélicoptères et du projecteur. Donc, les cellules se renouvellent, mais pas aussi bien et pas aussi efficacement, mais néanmoins, il est possible de contrecarrer ces naissances cellulaires en optimisant son hygiène de vie. Le jeûne est l'outil le plus efficace, mais simplement en ayant une alimentation la plus saine possible, en ne mangeant pas trop, en faisant des pauses alimentaires, un peu de jeûne séquentiel, et en ayant une alimentation très riche en micronutriments, donc beaucoup de végétaux, légumes, légumineuses, céréales quand elles sont présentes, table complète, oléagineux, donc une dominante végétale, ce qui ne veut pas dire ne pas manger de protéines, mais c'est là où tout ce que je viens d'évoquer, vous aurez le maximum au niveau des micronutriments et les acides gras de bonne qualité aussi également, parce qu'on ne peut pas de vitamine D, on peut pas de vitamine C, etc. Mais ça, on l'a aussi dans notre alimentation et c'est là où il faut aller chercher en priorité. Voilà ce que l'on peut dire par rapport aux personnes âgées, comment l'expliquer. Alors, ce soir, justement, tu voulais associer l'aroma et l'immunité. Ouais. Mais donc, comme tu es un spécialiste donc, du jeûne thérapeutique, certains avancent que le jeûne donc, est bon pour l'immunité. Est-ce que justement, donc là, tu vas nous parler du jeûne, est-ce que les huiles essentielles peuvent nous aider pour éviter les risques de contamination, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui intéresse fortement les auditrices et auditeurs avec ce qui passe en Chine. Oui, sujet d'actualité, plus de 1000 morts en Chine, coronavirus, est-ce qu'on va rentrer dans les statistiques? Alors, moi je dirais d'abord pas d'affolement, j'aime bien rappeler quand même qu'il y a eu 10 à 15 millions de morts avec la grippe espagnole, donc bien sûr ça peut être, mais c'était parce que justement les conditions étaient extrêmement mauvaises au niveau de l'environnement, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des conditions de guerre, etc., que le virus est d'autant plus efficace qu'on est exposé soit par rapport à la vieillesse, soit par rapport à, comment dirais-je, à son hygiène de vie. Donc, la première barrière pour ne pas être contaminé par un virus, quel qu'il soit, que ce soit la varicelle, que ce soit l'herpès, que ce soit la grippe ou le coronavirus, eh bien, c'est déjà de veiller à son hygiène. Maintenant, le sujet, et je voudrais pas vous décevoir, chers amis, auditrices et auditeurs, ce soir, on va parler de l'aroma. Bien sûr, tu as raison de le rappeler, Manuel. Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que la première chose qu'on puisse faire, eh bien, c'est de savoir qu'on a des huiles essentielles qui peuvent aseptiser l'atmosphère. Et ça, je parle de, bien sûr, sous couvert d'études scientifiques et de validation scientifique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au point de départ, on a des huiles essentielles antiseptiques. On détaille un petit peu plus tout à l'heure, je prendrai même des exemples, rassurez-vous, j'ai vu déjà les très très nombreuses questions qui arrivent et j'ai pas regardé le nombre d'auditeurs en direct, mais je sais que vous étiez très très nombreux à vous inscrire, donc je m'en réjouis. Voilà, plus de 500 en ligne à l'heure où je vous parle, donc c'est super, ça veut dire que le sujet vous intéresse et d'actualité, on est d'accord. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que déjà, les huiles essentielles sont des substances fabriquées par les végétaux pour leur propre défense. Elles sont dans des concentrations extrêmement faibles. Quand on regarde la majorité des huiles essentielles, on est sur des concentrations, il faut souvent plus de 100 kg, 150 kg pour faire 1 litre. On est de l'ordre du 1% et même des fois en dessous du 1%. Ça veut dire que c'est des molécules qui sont peu présentes, mais peu présentes parce qu'elles sont tellement concentrées, ce sont des bombes de concentration et d'efficacité pour protéger les végétaux. Rappelez-vous que les végétaux étaient là bien avant l'homme. Nous, on a quelques centaines de milliers où on est arrivé sur Terre, et sur les dizaines de millions d'années où la Terre était présente, les végétaux étaient déjà présents. Nous sommes arrivés bien plus tard. Donc, si les végétaux étaient déjà présents, et le seront après nous, eh bien, ça veut dire qu'ils ont des capacités d'adaptation à leur environnement, extraordinaires. Cette capacité d'adaptation, c'est quoi? Eh bien, c'est justement de pouvoir se défendre eux aussi. Ils ont les mêmes problèmes de virus, de bactéries,
de moisissures, de levures, de fongies, c'est-à-dire de champignons. Donc, ils ont ces capacités-là. Eh bien, quand on prend une huile essentielle qui est la distillation à la vapeur de ces molécules contenues dans la feuille, dans le fruit, dans le tronc ou dans la partie du végétal qui a besoin d'être protégée, eh bien, c'est tellement puissant qu'aucun organisme vivant ne peut contaminer une huile essentielle et se développer dedans. Donc déjà, si vous avez des huiles essentielles chez vous, vous inquiétez pas des problèmes de conservation, tant que c'est reste fermé, qu'il n'y a pas d'oxydation ou de chaleur ou de lumière trop importante, elles ne peuvent pas être contaminées. Donc si elles ne peuvent pas être contaminées, c'est parce que ça veut dire qu'elles ont des belles capacités antiseptiques. Et on peut justement, et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire, s'il y a des gens autour de vous dans la maison, si c'est au travail, il faut peut-être aussi en parler avec les collègues, mais en tous les cas, moi ce que je conseille, j'ai beaucoup formé, comme tu le rappelais Emmanuel, dans le milieu hospitalier, intervenu justement par rapport à deux grands domaines qui intéressent les hospitaliers, c'est la gestion de la douleur et la prévention des infections nosocomiales. Donc on est au cœur de notre sujet, c'est de faire de la diffusion atmosphérique qui va permettre d'avoir un environnement antiseptique. Je lisais encore une publication tout à l'heure où on a des huiles essentielles qui en 15 secondes sont capables de détruire des staphylocoques. Les fongies vont un petit peu plus loin, il faut quelques minutes. Mais en quelques minutes, vous pulvérisez dans une pièce de 20 mètres carrés. Pendant 5 secondes, un mélange d'huiles essentielles, je vous donnerai lesquelles tout à l'heure. Eh bien, on a les bactéries, les virus sont zigouillés. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est bien, c'est très efficace. On peut mettre des masques, on peut faire ce qu'on voit bien sûr dans les différents médias. Pourquoi pas? Ça, c'est pas pour se protéger, c'est pour éviter de contaminer les autres, ce qui n'est pas la même chose. Mais si vous voulez vous protéger, sachez qu'on a une vraie solution du côté de l'arme. Alors comment ça marche? Eh bien, il faut savoir que le côté caustique des huiles essentielles est tellement puissant qu'en contact direct avec tout pathogène, eh bien, il va brûler les membranes cellulaires des microbes, donc des bactéries, et même pour celles responsables des pneumonies sévères, coronavirus avec les codes qui vont bien derrière, eh bien, ces huiles essentielles sont capables de brûler les membranes des cellules, et la cellule qui est brûlée, eh bien, ça lui crée des lésions immédiates, et à ce moment-là, les structures vitales du micro-organisme s'effondrent et on détruit. Donc, c'est-à-dire qu'on est viricide. Quand je dis viricide, c'est le terme médical adapté pour dire on tue un virus. C'est pas on le tient tranquille. Non, non, on n'est plus dans la médecine bisounours, là, on est dans une médecine naturelle, mais extrêmement puissante et extrêmement efficace. Alors, la question légitime que vous posez maintenant, bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, je vais prendre quelques exemples avec un petit mélange qui vous permettrait justement de vous défendre des infections virales contagieuses. Ça vaut pour la grippe, ça vaut pour le coronavirus, ça vaut pour toutes ces infections-là. Alors, je vous ai sélectionné quelques huiles essentielles. La première que j'ai sélectionnée, c'est l'eucalyptus radié. Alors, je précise bien radié parce que dans l'eucalyptus, il y a plus de 3000 eucalyptus. J'ai pas pris de globulus. Il y a beaucoup de littérature dessus, mais c'est pas celui qui m'intéresse, c'est l'eucalyptus radié. Pourquoi? Parce que je peux l'utiliser chez tout le monde, y compris en pédiatrie. Alors, en période d'épidémie virale, eh bien, la diffusion atmosphérique d'eucalyptus radié avec un diffuseur électrique, eh bien, va permettre justement d'établir une barrière préventive efficace à toute contagion. Il faut faire ça toutes les 2 heures à peu près, maximum. On peut faire toutes les heures. Il existe aujourd'hui des diffuseurs automatiques avec des programmateurs où on va diffuser 4-5 minutes toutes les heures. En tous les cas, c'est ce que je conseille dans les milieux hospitaliers, c'est-à-dire toutes les heures, il y a au moins 5 minutes de diffusion. Après, bien sûr, il faut vérifier du côté de la notice du diffuseur qu'il soit adapté par rapport à la taille de votre pièce. Je vais voir peut-être tout à l'heure si je peux présenter devant la caméra ce que j'utilise. Dans une pièce où je suis, qui fait à peu près 20 mètres carrés, eh bien, j'ai un beau diffuseur et ça va permettre. Donc, je vais mettre mon eucalyptus, c'est bel eucalyptus au tronc bleuté, qui est connu depuis la nuit des temps par les aborigènes, parce que ça faisait partie de leur lotion de base pour à la fois cicatriser, décongestionner les voies respiratoires, mais également, les aborigènes avaient dit que cet eucalyptus incarnait la force. Et pour cause, une fois qu'on respire cette essence, cette huile essentielle qu'on a distillée, eh bien, non seulement on a une protection au niveau de la barrière respiratoire, c'est par là, je vous rappelle, que le coronavirus ou H1N1 va rentrer, ou tout autre virus, ou les rhinovirus, influenza, etc. Eh bien, donc là, on va aseptiser. Là, je parle en diffusion. On verra qu'on pourra également s'en mettre sur soi, mais ce sera plus pour une immunostimulation.
La deuxième huile essentielle que je vous propose de mettre dans votre mélange, je vous donnerai les proportions après, ça va être le cacheput. Le cacheput, son nom latin, c'est Melaleuca cacheputI. Le cacheput, c'est une huile essentielle extraordinairement intéressante. C'est un super antiseptique général qui va totalement complémenter l'eucalyptus radié. Bien sûr, je pourrais me contenter de l'eucalyptus radié, mais en aromathérapie, ce qu'on essaye de faire habituellement, c'est ce qu'on appelle des synergies, c'est-à-dire assembler 3, 4, 5 huiles essentielles, rarement plus, hein, on est entre 3 et 5, parce qu'on va avoir des spectres complémentaires. L'eucalyptus radié est plus performant sur certains types de virus, cacheput va complémenter, et donc on va avoir un antiseptique à large spectre qui va permettre de détruire la totalité ou la quasi-totalité des germes. Donc ce cacheput est très intéressant et très complémentaire du l'eucalyptus radié. Il a également un trophisme particulier que n'a pas l'eucalyptus radié sur le désinfectant des voies intestinales, désinfectant des voies urinaires également, et il est également, comme l'eucalyptus, si on commence à avoir un petit peu de virus qui sont rentrés ou de pathogènes qui sont rentrés, il va permettre justement d'activer l'élimination. On dit qu'il est expectorant, il permet de faire sortir les pathogènes à l'extérieur. Je vais prendre une troisième huile essentielle qui est un petit peu moins connue. Non, c'est la quatrième, pardon. Celle-ci est connue, c'est la dernière que je vais utiliser qui est un petit peu moins connue. Donc je vais prendre le pin maritime ou le pin des Landes. En latin, ça s'appelle Pinus pinaster. C'est ce pin que vous connaissez qui pousse le long de l'Atlantique. On l'a en France, chez nous, on l'a en Espagne, on a beaucoup en Portugal aussi, toute la côte atlantique qui est présente, la côte ouest. Et c'est ce même pin qui sert à faire l'essence de térébenthine. Eh bien, je vais prendre ce pin maritime parce que il est un peu moins antiviral que le cacheput ou que l'eucalyptus radié, mais l'intérêt qu'il a, c'est que c'est un super anticataral. Anticataral, c'est important parce que ça permet, quand on a été en contact ou quand voilà, vous allez le diffuser, mais de temps en temps, s'il y a des pathogènes qui rentrent, eh bien, ça permet de renforcer une activité naturelle qu'on a, d'expectorer, hein, et éventuellement, s'il y a des mucosités, de cracher. Donc, très important par rapport à ça. Très belle propriété, anticatarale, expectorante, mais également un très bel antiseptique, ici besoin était un antalgique. Et le dernier que je prends, donc qui est lui un petit peu moins connu, c'est l'Eucalyptus dives en latin, ou en français on l'appelle l'Eucalyptus mentholé. Cet eucalyptus, pour ça qu'il faut vraiment en aromathérapie préciser les variétés des arbres, et quand il y a différentes chémotypes, c'est-à-dire races ou possibilités de composition moléculaire différentes d'huile essentielle, on précise également par le chémotype. Là, c'était pas le cas, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et cet Eucalyptus mentholé, il est anticataral également comme le pin maritime qu'on vient de voir précédemment, le pin Pinus pinaster, mais il est mucolytique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on commence à être infecté, là, on fait du préventif, mais aussi, s'il y a un début, il y a des personnes qui sont un peu contaminées, on veut aussi les traiter en même temps avec cette diffusion atmosphérique. Eh bien, il va permettre notre mucus dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie du revêtement de protection des épithéliums, eh bien, ces cellules à mucus vont servent normalement physiologiquement à fabriquer quelque chose d'un peu gluant. Hein, c'est les fameuses mucosités ou les glaires, si vous préférez. En médecine, ça s'appelle les cathares. C'est plus technique, mais c'est la même chose. Eh bien, sont là pour engluer, envelopper les pathogènes, mais après, il faut les évacuer. Et de temps en temps, la machine s'enraye un petit peu. Et quand elle s'enraye, souvent en lien avec notre hygiène alimentaire, si elle s'enraye, eh bien, les mucosités sont trop épaisses, on n'arrive plus à cracher. Et ça, c'est le cas pour les fumeurs, parce qu'il y a des cils vibratiles qui permettent d'éliminer, qui sont un peu brûlés par le tabac. C'est aussi le problème des personnes âgées qui ont plus de mal à cracher, et c'est également le cas des nourrissons, parce que le système est pas encore complètement mature. Eh bien, le fait d'utiliser cet Eucalyptus dives ou mentholé va avoir un effet fluidifiant des mucosités, et permettra de mieux les éliminer, sachant que l'Eucalyptus dives a également des propriétés antibactériennes, donc il tue les bactéries. Parce que, en fait, quand on veut aseptiser l'environnement, là on parle virus à cause de l'actualité, mais il y a plein de bactéries qui se baladent, aussi des pathogènes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donnera? Je pense que je demanderai à ce que vous puissiez avoir dans le replay, pour ceux qui écoutent en direct, vous pouvez le revoir. Je vous ferai passer à Bibouda les formules si vous n'avez pas le temps de les copier, si vous m'écoutez dans la voiture ou en faisant autre chose, vous n'avez peut-être pas de quoi noter. Donc, ne paniquez pas, rassurez-vous, je vous ferai passer la formule
moi, mon objectif, c'est de donner le maximum et d'avoir le plus de partisans, de sympathisants des médecines naturelles et en particulier de l'aromathérapie. Donc, en gros, si c'était en gouttes, pour donner une proportion, je mettrais 2 gouttes d'eucalyptus radié, 1 goutte de pin Pinus pinaster, donc le pin térébenthine, 1 goutte d'eucalyptus mentholé et 2 gouttes de cache-putti, et je mettrais ça dans un diffuseur et je diffuserai 5 minutes toutes les heures. Et si vous les préparez, en tout cas c'est ce que je fais pas à chaque fois, mais mon compte-gouttes dans mon diffuseur, ben vous préparez, vous gardez dans les mêmes proportions un flacon un peu plus important et vous mettez 10 ml. Donc il suffit de garder les proportions. Moi je fais 10 ml parce que je fais un gros flacon de 30 ml, 10 ml d'eucalyptus radié, 5 ml de Pinus pinaster, 5 ml d'eucalyptus mentholé et 10 ml de cache-putti. Et dans mon diffuseur, je mets entre 5 et 10 gouttes, ça dépend de la taille du diffuseur, et je diffuse ça 5 minutes toutes les heures. Ce qui fait qu'en consultation, quand j'ai des enfants qui viennent avec des gros rhumes ou des patients, comme j'ai eu tout à l'heure, qui toussent dans tous les sens, eh bien, je ne m'inquiète pas en disant pourvu que j'attrape pas ce soir leur rhume, leur rhino ou leur pathogène, parce que justement, bah, je prends soin d'aseptiser l'atmosphère. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce mélange a une action anticatarrhale, donc il va vraiment permettre d'agir au niveau du corps. Alors pour l'action anticatarrhale, ce que je vous disais tout à l'heure, que normalement, on est équipé de cibles vibratiques qui tapissent toute la muqueuse respiratoire, pardon, et ce qui donne naturellement l'action expectorante, c'est-à-dire ça permet de faire remonter un peu comme un escalator les mucosités le long du tractus respiratoire, et ça permet d'éliminer par crachat, voire par ingestion. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'eucalyptus radié, comme du reste dans le Ravintsara, dont je n'ai pas parlé pour le moment, on en parlera un peu plus tard, parce qu'il a sa place dans ce webinaire ce soir, bien évidemment, vous en doutez, eh bien, le 1,8-cinéole, qui est un des composés majoritaires qu'on retrouve dans l'eucalyptus, ça s'appelle aussi, dans le langage populaire, l'eucalyptol, mais le nom scientifique ou biochimique, c'est 1,8-cinéole, eh bien, c'est un 1,8-cinéole, il est intéressant, parce qu'en plus, il a justement ce côté qui stimule l'activité des cibles vibratiles, et en plus, on a le piperitone, donc qu'on retrouve dans l'amande poivrée, et également dans l'huile essentielle que j'ai abordée ce soir, c'est-à-dire l'eucalyptus dives. Donc c'est un des composés communs, mentholé. C'est pour ça qu'on l'appelle l'eucalyptus mentholé, parce qu'il y a cette molécule qui fait penser un peu à la menthe. C'est étrange, hein, si vous n'avez jamais senti l'eucalyptus mentholé, ça sent, on a l'impression comme si on avait mélangé l'eucalyptus et de la menthe, ça fait à peu près ça. C'est assez étonnant. Eh bien, il fluidifie les mucosités. Donc là, on a à la fois un mélange qui permet d'aseptiser et en même temps de commencer à traiter si vous commencez à tousser, à avoir un petit peu le rhume, la rhinopharyngite, etc. Voilà ce qu'on peut déjà dire. Donc, on est déjà dans la pratique. Emmanuel. Alors Alain, est-ce que tu pourrais nous donner une précision? Parce que quand on a des petites bouteilles d'huile essentielle, on a un petit goûteur, en fait, ça tombe par goutte. Est-ce qu'il y a une correspondance entre les millilitres et les gouttes? Parce que tu parlais tout à l'heure de 10 millilitres. Ça pourrait correspondre à combien de gouttes, par exemple, pour… Alors, il y a une équivalence, mais bon, après, ça dépend des fabricants. En moyenne, on va dire en moyenne, 1 millilitre, ça fait à peu près une trentaine de gouttes. Moi, ce que je vous conseille, en tous les cas, selon les marques que vous utilisez, je ne vais pas faire de publicité de marque pour ce soir, mais moi je parlerai de certains produits qui sont des spécialités d'un laboratoire. Donc, voilà. Mais en moyenne, on a, voilà, par exemple, si je prends ce flacon-là, eh bien, ce flacon-là, moi, je me suis amusé, je sais que j'ai acheté un flacon qui fait 10 millilitres, vous en prenez un 5 millilitres. Si vous voulez être sûr, prenez un flacon et vous le videz entièrement dans une coupelle propre et après, vous le remettez dans le flacon et vous allez vérifier, vous faites une règle de 3. Si dans mes 10 millilitres, je compte qu'il y a 300 gouttes, ben je sais qu'il y a 30 gouttes par millilitre. Mais en moyenne, c'est ça. Après, ce qu'il faut garder dans mon mélange de ce soir, c'est les proportions. Soit vous comptez en gouttes, vous avez vu qu'en fait, ce qui a fait la différence, c'est surtout, il y en a un qui est 2 fois plus, il y en a un qui est 2 fois plus que les autres, c'est l'eucalyptus radié et le cache-putti, et les autres, Pinus pinaster et l'eucalyptus mentholé, ils sont à 1. Donc, c'est un rapport de 1 à 2. Voilà. Autrement, vous pouvez faire basé sur à peu près une moyenne de 30 gouttes par millilitre, mais vérifiez quand même selon les huiles essentielles que vous achetez. Je fais une toute petite parenthèse. Je ne vous conseille pas trop d'acheter des huiles essentielles sur Internet, sauf si vous achetez chez un fabricant, dans un laboratoire connu. Mais les revendeurs
qu'on trouve sur Internet, et il y en a des très connus, ont un qui est leader. Le problème, c'est pour avoir testé, hein, c'est pas je ne fais pas ni de l'information ni des informations, je parle juste de témoignages, et par rapport à ma propre expérience, il y a à boire et à manger. Donc, prudence aussi par rapport à cette qualité-là. Alors, tout à l'heure, tu nous disais justement qu'en diffusion, ça permettait c'était en prévention, mais ça pouvait également être aussi en curatif. Mais on sait que quand on utilise les huiles essentielles, on peut le faire en diffusion, on peut le mettre sur la langue, on peut le mettre sur la peau. Alors, finalement, c'est dans quel cas qu'on utilise la diffusion? Dans quel cas on aura plutôt tendance à le mettre sur la peau? Par exemple, le Ravintsara, on dit souvent de le mettre sur le poignet. Quelle est la différence finalement entre... Alors, bon, ouais, c'est une bonne question. Donc, on va utiliser la voie de diffusion essentiellement pour aseptiser l'atmosphère. Le but, c'est, il y a quelqu'un qui est malade dans mon entourage ou il y a des gens susceptibles de passer, eh bien, je veux aseptiser. Donc, c'est mon périmètre de sécurité. Plutôt que de confiner tout le monde dans les maisons comme on voit aujourd'hui. Bon, bien sûr, ça peut être une solution extrême pour limiter les risques de contamination. Mais on ne peut pas faire ça partout et dans toutes les situations. Et tous les virus, heureusement, Dieu merci, sont pas mortels. Donc, par contre, j'ai pas forcément envie d'attraper la grippe parce que mon conjoint ou ma conjointe a la grippe ou mon enfant a un rhume ou mon jeune enfant était en contact avec d'autres enfants qui étaient contaminés. Donc, je fais une petite parenthèse. Le mélange que je vous ai donné tout à l'heure, il n'y a pas de contre-indication en diffusion. C'est-à-dire que vous pouvez le diffuser même s'il y a une femme enceinte. Alors, c'est pas à respirer trop pour une femme enceinte, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas de toxicité, y compris pour des enfants. Donc, diffusion, assainir l'atmosphère. Maintenant, je pourrais très bien dire, tiens, moi je suis en contact, je peux pas diffuser les huiles essentielles dans la rue, je peux pas, au bureau, des fois ça peut être délicat, vous n'avez pas forcément la possibilité dans votre travail, mais j'ai dit que vous travaillez dans un commerce, chez le boulanger, c'est pas évident de diffuser des huiles essentielles, par exemple. Ou autre, hein. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est, comme tu disais, Manuel, on va se protéger soi en utilisant des huiles essentielles qu'on va pouvoir mettre sur soi. Donc là, on pourrait faire le même mélange que j'ai proposé, ça pourrait être une alternative, mais on peut faire finalement un petit peu plus simple, et je vous donnerai tout à l'heure une formule, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la prévention de la grippe, hein. Donc, je vous propose une formule, mais là, je vais faire peut-être une parenthèse, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fameux Ravintsara. Bien, s'il y avait qu'une huile essentielle que j'utiliserais, je pourrais mettre sur la peau, je prendrais le Ravintsara, qui est un cousin moléculaire de l'eucalyptus radié, mais c'est la référence en termes d'infection. C'est l'huile essentielle qui est la plus puissante en mono-utilisation, c'est-à-dire sans faire de mélange. Parce qu'elle a à la fois du 1,8-cinéole, c'est-à-dire l'eucalyptol qu'on a vu tout à l'heure, qui était à la fois antiviral, mais en même temps qui était mucolytique. Elle a également une autre molécule, je ne rentre pas trop dans les détails, on ne va pas trop se noyer dans la biochimie, mais qui lui procure justement le côté antiviral et antibactérien. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une huile essentielle qu'on va disposer, on peut mettre le long du dos, par exemple. Moi, je fais ça le matin. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va voir qu'après la douche, vous mettez 4-5 gouttes de Ravintsara le long de la colonne vertébrale. Il y a des récepteurs et qui vont booster l'immunité. Ça passe par le système nerveux, les récepteurs des terminaisons nerveuses, mais ça permet de soutenir un peu mieux l'immunité. Et donc, ça va permettre d'avoir à la fois une immunité boostée, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'on a des caractéristiques vraiment très particulières en aromathérapie qui s'appellent l'immunostimulation. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. Le chimiste n'a pas réussi à inventer des molécules, copier des molécules, puisque le chimiste fait des copies des molécules vivantes. De temps en temps, il en invente. Des fois, c'est des réussites, des fois pas. Et le chimiste n'a pas copié de molécules qui permettent de faire ce que fait la nature, c'est-à-dire de rendre notre armée, dont on a parlé tout à l'heure, immunité acquise, immunité innée, plus efficace. Et on a certaines huiles essentielles qui permettent à nos lymphocytes T d'être plus rapides, à nos natural killers d'être plus rapides, d'être plus efficaces, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas la quantité de cellules immunitaires qu'on a, c'est leur capacité à réagir et la rapidité à laquelle elles réagissent et la capacité à pouvoir se multiplier. Eh bien, on a des huiles essentielles qui permettent de soutenir nos armées. Et c'est là où c'est intéressant, si on veut faire un petit peu de philosophie ou de réflexion tout simplement, c'est de se dire que finalement les plantes sont vraiment nos amis, puisqu'elles ont cette capacité non seulement de fabriquer les mêmes molécules qui leur servent à se défendre, peuvent nous être utiles pour notre propre défense, mais plus que ça, quand on les utilise, eh bien on va soutenir notre immunité et on va avoir une immunostimulation.
Donc ça, c'est juste génial. Et donc, c'est-à-dire que si je me mets du Ravinsara le long de la colonne vertébrale, ou sur la poitrine si je commence à tousser un petit peu, eh bien à ce moment-là, je peux, c'est une possibilité, je vais avoir une protection. Après, tu te demandais, Emmanuel, sur la peau. Alors ça peut être, on va faire une petite parenthèse, on va peut-être pas parler trop de, là c'est plus par rapport au virus, mais il y a d'autres façons de s'infecter. Je vous expliquais tout à l'heure que ce qui nous permettait de nous protéger du mois ou du non-mois, de l'extérieur, de l'intérieur, c'était justement les barrières. Et la barrière cutanée, eh bien, cet épithélium permet de faire une protection et physique, mécanique, avec les cellules qui sont tellement serrées que rien ne peut rentrer, hein, et chimique, avec des sécrétions de mucine, etc., qui permettent, s'il y a des intrus qui arrivent, des staphylocoques qui sont détruits, tout le monde et on est tranquille. D'où l'importance aussi, je fais une parenthèse, de respecter la flore et de respecter, de ne pas se laver trop souvent, hein, parce qu'autrement ça décoiffe et ça enlève nos protections. Donc si vous lavez de façon trop importante, eh bien, c'est pas une bonne idée. Moi, j'utilise peu de savon. Pour les parties intimes, vous pouvez utiliser des savons qui respectent le pH et c'est pas la peine de se décaper la peau, se rincer avec de l'eau. L'eau est un très bon nettoyant et après, on peut j'utilise des hydrolats d'huile essentielle en déodorant, comme la sauge ou le romarin verbenone, par exemple, et ça marche très très bien. Et on n'a pas de mauvaise odeur, contrairement à toutes nos croyances. C'est juste une petite parenthèse sur le sujet. Eh bien, à ce moment-là, on veut protéger notre barrière cutanée parce qu'il y a eu justement une rupture de l'intégrité. Imaginez, vous piquez avec une écharde, avec une ronce ou un insecte qui peut vous piquer. Et là, la question peut se poser justement avec ces fameux insectes porteurs de pathogènes. Hein, je pense à la tique, bien évidemment, mais il y en a d'autres. Les moustiques avec les parasites du palu, etc. Eh bien, on a tout un tas de possibilités. Eh bien, sachez qu'on a dans notre arsenal aromathérapique d'excellentes possibilités. Et je vous donnais 2 exemples. C'était ce que tu demandais, hein, comment on fait pour la peau ou qui sont utilisés. Alors moi, je propose, on va rester simple. Après, on a des cours, on a des choses qui permettent d'aller plus loin. Mais là, le but, c'est vraiment de faire de l'information et de vous donner déjà les informations de première nécessité. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on en parlera tout à l'heure, Emmanuel vous en parlera tout à l'heure, on a la possibilité, vous avez la possibilité de vous former vraiment pour comprendre et avoir les informations dans un spectre très très complet. Le titri, le fameux titri, extrêmement intéressant parce que c'est une huile essentielle sur laquelle il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites, beaucoup de publications, et on sait qu'il n'y a aucune toxicité. Alors quand je dis aucune toxicité, c'est à dose physiologique, c'est-à-dire quand il y a une piqûre, c'est de l'ordre de 1 ou 2 gouttes, on ne va pas vider le flacon. Enfin, même si vous videz le flacon à 5 ml, vous ne seriez pas intoxiqué, mais ça n'a pas d'intérêt. Elle a une très bonne tolérance sur la peau, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune causticité, elle ne va pas vous agresser. En tous les cas, le titri, la vraie version, c'est pour ça que je vous dis faites attention, vous voyez titri, mais je parle du titri qui est d'origine australienne. Donc les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent dans ces qualités pharmaceutiques, ça peut être des producteurs aussi artisanaux, mais qui produisent dans une qualité pharmaceutique, c'est derrière il y a toutes les garanties, les compositions et le respect d'une charte par rapport à ça, on n'a pas de risque de toxicité. C'est un anti-infectieux à large spectre, c'est-à-dire qu'il est capable de détruire pratiquement tous les pathogènes grâce à sa composition biochimique, très riche en cinéole aussi, mais très riche en alcool, terpénomicate, mais également un petit peu de cinéole. Et en plus, ce titri, il est immunostimulant. Donc, si vous allez vous balader en forêt, pas cette saison, mais un petit peu plus tard, et que vous êtes piqué par une tique, la première chose à faire, bien sûr, ce serait d'avoir un tire-tique, de l'enlever pour éviter que le rost reste dans la peau et que là, il y a une infection pas à cause des parasites, mais à cause du fait qu'il y a un étranger qui reste dans la peau. Donc, vous l'enlevez et tout de suite, vous mettez 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de titri, répétez le plus souvent possible, et là, vous avez la barrière la plus efficace pour éviter tout risque de contamination. Donc, des études ont été faites par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est un indispensable. Et en plus, ce titri, on peut l'utiliser aussi en prévention de ORL, on peut l'utiliser aussi sous un début de rhino, etc. Donc, on peut en mettre aussi sur les sinus, on peut en mettre, le respirer. Et donc, il est très intéressant par rapport à ça. C'est un vrai antibiotique. Il a été mis... alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que cet antibiotique aromathérapique, c'est-à-dire qui tue les bactéries, je vous expliquerai comment ça marche
si on a le temps tout à l'heure, parce que je suis un peu bavard déjà. Mais bon, sachez qu'on a des preuves scientifiques, comment ça marche. Mais ce qui est intéressant, c'est juste pour porter ça à votre réflexion, c'est que les propriétés antibiotiques de cet arbre raté ou titri ont été mises en évidence par un scientifique australien dans les années 30. Et ça correspond exactement à la même période où un Américain, qui s'appelle Fleming, a découvert la pénicilline. Et on a retenu aujourd'hui dans le paysage médical la pénicilline, le premier antibiotique qui a sauvé des vies, c'est incontestable, des milliers et des millions de vies, c'est incontestable. Mais pourquoi on n'a pas retenu aussi les antibiotiques naturels? Eh bien, la réponse est assez simple, c'est qu'on ne peut pas le breveter et ça intéresse un peu moins l'industrie pharmaceutique des produits naturels qui ne peuvent pas être brevetés. Il y a moins d'argent à gagner. Et ça, c'était le petit coup de gueule de la soirée. Deuxième huile essentielle, la lavande aspic. Lavande aspic, elle est magique pour tout ce qui pique, mais également pour tout ce qui est toxique, parce que c'est la lavande des garrigues, c'est la lavande la plus méridionale, celle qui aime les coteaux calcaires proches de la mer, et elle a une composition biochimique qui est extrêmement intéressante. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est un super antitoxique, c'est-à-dire qu'elle est même capable de neutraliser des toxiques de venimeux, par exemple de guêpes, de frelons, de vipères. Et c'est pas un hasard s'il y a une vipère qui apporte le même nom que cette lavande, c'est-à-dire aspic, et en plus un super coup de feu. Alors moi j'utilise la lavande aspic au-delà des indications un peu marginales que je viens de citer, que je prends aussi dans mon sac à dos lors des randos, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une piqûre de scorpion quand on va dans le sud, de guêpe ou de serpent, mais aussi je vais la prendre parce que justement dès qu'il y a un risque de surinfection, elle marche très très bien, donc ou titri ou lavande aspic pour tout ce qui est début d'infection au niveau de la peau. Donc c'est un moyen à la fois de renforcer la barrière chimique cutanée et en même temps elle détruit ces pathogènes, en même temps elle renforce notre immunité. Voilà ce que l'on peut dire sur cette partie-là, Emmanuel. Donc là, du coup, on a vu les infections qui sont plus liées à la grippe, les infections donc plus cutanées. Donc justement, tu nous parlais de preuves scientifiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du staphylocoque doré? Oui, alors pour parler des staphylocoques dorés ou des preuves scientifiques, là il faut rentrer dans l'aromathérapie scientifique et c'est mon créneau parce que, comme je dis, la nature ne s'oppose pas à la science, elle s'oppose à l'ignorance. Et ce soir, j'espère que vous aurez justement capter qu'on a toute une approche qui est liée à la science et qu'on a des propriétés antibactériennes. Alors, comment on fait pour voir si ça marche sur un staphylocoque doré ou sur un clébia ou sur tout autre pathogène? Eh bien, on va faire un aromatogramme. Un aromatogramme, c'est comme on fait un antibiogramme. Ce que fait le médecin, si un jour vous avez un pathogène, il va isoler la souche dans un crachat, par exemple, l'envoyer au laboratoire, qui va la mettre en culture. C'est-à-dire qu'on va mettre des petites boîtes dans lesquelles il y a un substrat nourrissant, on va mettre des petits bouts du prélèvement, donc où dedans il y a les bactéries par exemple, et on va mettre ça à l'étuve, c'est-à-dire la température du corps, 37 degrés, et on les laisse se multiplier. Une fois que c'est multiplié, qu'est-ce qu'on fait? On met un antibiotique, la pénicilline ou du clamoxyl, ou enfin d'autres molécules, et on voit celle qui va faire la plus grande tâche, et donc la tâche, ça correspond à la destruction de la bactérie du pathogène. Eh bien, on fait exactement la même chose en aromathérapie, ça s'appelle un aromatogramme, et donc on a la preuve scientifique et visuelle que quand on met en contact certaines huiles essentielles, eh bien, on va avoir une détermination, on va avoir une destruction du pathogène. Donc on va déterminer deux notions, on va déterminer la CMI, c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice. On dit, ben voilà, à tant de milligrammes, par exemple de la lavande aspic, je parlais tout à l'heure qui marche très très bien sur le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, pareil. Eh bien, à ce moment-là, à tant de milligrammes, on a la concentration minimale qui permet de l'inhiber, c'est-à-dire que le staphylocoque, il peut plus se développer. Mais, donc c'est ce qu'on appelle en médecine ou en biochimie l'action bactériostatique. Mais on peut faire la même chose, augmenter le dosage et déterminer une autre concentration qui est celle qui nous intéresse plus, qui est la CMB, c'est-à-dire la concentration minimale bactéricide. Et là, on sait que c'est la concentration qui tue la bactérie. Et c'est ce qu'on fait quand le laboratoire met en culture vos bactéries. Il dit, ben voilà, tel antibio marche à 30%, 30%, et on peut faire exactement la même chose en aromathérapie. Donc ça, c'est intéressant. Pour répondre à ta question, Emmanuel, que ce soit staphylocoque doré ou autre, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules des huiles essentielles antibactériennes, je vais préciser tout à l'heure quelques exemples, concrètement à quoi ça correspond,
J'ai eu des questions tout à l'heure sur l'origan compact, oui, ça en fait partie. J'ai eu des questions aussi sur la cannelle tout à l'heure, écorce, oui, ça en fait partie. C'est une autre famille sur les aldéhydes aromatiques. On pourrait parler du chlorure de girofle, on pourrait parler du thym thymol. Donc, toutes ces grandes familles, pour ceux qui connaissent un peu et qui m'écoutent, des thymol, eucalyptol, donc la famille des pas eucalyptol, des thymol, pardon, carbacrol, eugénol, donc toute la famille des phénols et toute une autre grande famille des aldéhydes aromatiques, c'est-à-dire des cannelles, eh bien, elles ont une capacité extraordinaire, c'est-à-dire que ces molécules antibactériennes, elles occasionnent des lésions, comme j'expliquais tout à l'heure, irréversibles sur la paroi des bactéries. Les bactéries perdent leur contenu et elles meurent. Donc, mais elles sont capables, et c'est là où c'est intéressant, de faire mieux que ça. C'est-à-dire que non seulement elles tuent la bactérie, mais elles sont capables également de inhiber, c'est-à-dire neutraliser les substances toxiques que balancent les bactéries, ce qu'on appelle les toxines bactérielles, celles-là même qui sont responsables de chocs toxiques possibles. Donc ça veut dire que non seulement elles empêchent les développements bactériens, elles les tuent et elles empêchent, comment dirais-je, le choc toxique en neutralisant les toxines bactériennes. Donc, par exemple, tu me demandais, eh bien, on pourrait prendre le thymol, qu'on va retrouver essentiellement dans le thym athymol, donc thymotype thymol. Eh bien, lui, on sait c'est le plus actif sur le staphylocoque doré. On met quelques milligrammes de thym athymol dans une boîte à pétri où on développe le staphylocoque doré et très rapidement, les staphylocoques dorés sont détruits, neutralisés, il n'y en a plus. Et on sait qu'il bloque également justement la toxine du staphylocoque doré qui est responsable, comme je disais tout à l'heure, de choc toxique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, et c'est là où j'adore l'aromathérapie anti-infectieuse, c'est que ça marche également sur les souches résistantes aux antibiotiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous fais un scoop, peut-être que certains le savent, mais peu le savent, je pense, c'est qu'aujourd'hui, la recherche scientifique est en train de se faire pour associer antibio-aroma. Pour demain, je pense que dans quelques années, on aura, pour lutter contre les maladies nosocomiales, ou si vous préférez les souches résistantes, des associations antibio, et on va rajouter dedans des huiles essentielles. Alors, est-ce que demain, on a des risques de résistance aux huiles essentielles? Je pense pas. Parce qu'il y a une grande différence, c'est qu'on n'est pas sur une seule molécule en aroma, ce sont des complexes moléculaires et ça varie en permanence, donc les bactéries ont beaucoup plus de mal à s'adapter à du monomolécule. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et on pourrait aller loin parce qu'il y a plein de choses à dire, mais je vais quand même aller à l'essentiel, c'est que ça détruit également la formation de protection que sont capables de fabriquer des bactéries. Donc ça, c'était par rapport au staphylocoque doré. Mais on parlait tout à l'heure, Emmanuel, de virus, hein, donc c'est aussi le sujet de ce soir, renforcer son... Ça marche alors. Hein, le fameux coronavirus. Hein. Alors comment ça se passe? Eh bien, le virus, lui, contrairement à la bactérie, il n'a pas un cytoplasme avec une membrane, etc. Lui, il a simplement de l'ADN, de l'ARN qui est juste protégé par une petite enveloppe protéique. Et lui, pour vivre, il est obligé de parasiter. Hein. Le virus est de nature un parasite, puisqu'il parasite une cellule, il ne peut pas se reproduire tout seul. Mais sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est intelligent, ces micro-organismes. Ils vivaient avant nous, hein, donc ils se sont adaptés, et notre système immunitaire est très intelligent, mais de temps en temps, ils arrivent à nous leurrer. Alors comment ils font pour nous leurrer? Pour faire comment dirais-je, une parade d'invisibilité vis-à-vis de nos gendarmes ou de notre armée immunitaire, eh bien, ils vont s'entourer d'une membrane qui est semblable au niveau composition moléculaire, au niveau des protéines, de celle de nos propres cellules, et donc ils vont faire ni vu ni connu. C'est comme ça que le virus il peut continuer à se développer rapidement et qu'à un moment donné, la charge virale est tellement importante que le système immunitaire s'en sort plus, et c'est ce qui se passe avec malheureusement les 1000 morts et plus, hein, peut-être c'est beaucoup plus, on ne sait pas, hein, je ne sais même pas si on le saura du reste, mais en tous les cas, au minimum des 1000 personnes mortes, et tant d'autres aussi hein, qui meurent de ces infections, c'est qu'à un moment donné, le système immunitaire a été débordé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il faut agir rapidement, il faut permettre à notre système immunitaire d'aller vite. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des huiles essentielles, nous, en aromathérapie, qui sont capables de se fixer sur la membrane du virus, sur la membrane externe, sur sa protection, si vous voulez, elle se fixe dessus, l'huile essentielle, et à ce moment-là, pouf, ça zigouille la protection du virus, le virus revient visible au système immunitaire, et là, ils se font dézinguer. C'est ce qui se passe avec du Ravinsara, c'est ce qui se passe avec le Eucalyptus radié, c'est ce qui se passe avec toutes ces familles, mais également avec les phénols, les aldéhydes aromatiques. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Voilà un petit peu pour répondre à ta question, je suis allé un petit peu plus loin, hein, parce que j'ai débordé sur les virus, mais par rapport à comment ça fonctionne concrètement et en quoi c'est vraiment efficace et comment c'est prouvé également scientifiquement. Alors justement, tout à l'heure, tu nous as parlé du Ravinstara pour booster l'immunité. Est-ce qu'il y en aurait d'autres à connaître? Alors oui, on en a. C'est vrai que j'ai abordé tout à l'heure, j'en ai parlé, on va peut-être détailler un petit peu plus maintenant. Hein. Il y a des phénols, les deux grandes familles qui sont vraiment les plus forts anti-infectieux, on ne peut pas utiliser, par contre, je précise, dans toute la population, les jeunes enfants, les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser des phénols et des aldehydes aromatiques parce qu'en fait, ces huiles essentielles sont tellement puissantes qu'elles sont caustiques et donc elles détruiraient, elles pourraient attaquer et être trop pas adaptées pour les jeunes métabolismes, que ce soit dans la vie fétale ou les jeunes enfants en dessous de 5-6 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux familles sont à la fois intéressantes pour détruire, mais en même temps pour soutenir et booster l'immunité, en plus d'être des anti-infectieux à large spectre. Alors les phénols, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi? Bon, on va rentrer un petit peu plus en détail. Je précise juste qu'il y a des phénols tels que l'origan compact, dont j'ai parlé tout à l'heure, tels que le thym à thymol, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pourrais parler également de la sarriette, hein, qui est la même composition moléculaire. Et je pourrais parler du clou de girofle. Voilà 4 grandes huiles essentielles au spectre anti-infectieux le plus large et qui sont des huiles essentielles très concentrées dans ces molécules les plus puissantes de l'arsenal aromathérapie qu'on appelle les phénols. Eh bien, elles sont antibactériennes, elles sont antivirales, elles sont antifongiques, antiparasitaires. J'ai vu tout à l'heure, et je réponds déjà en direct à la question, la personne qui doit aller en vacances au Vietnam, bien passer des belles vacances. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises pour accompagner des groupes de détox et puis de ressourcement et également d'aller en contact avec la population locale. Prenez des capsules d'origan. L'origan a un côté antiparasitaire, donc il va permettre de se protéger d'éventuels risques de palu, va également permettre de booster votre immunité, également de se protéger au mieux. Hein. C'est pas des protections 100%, ça dépend aussi de votre immunité. Mais en tout cas, vous aurez les meilleures protections possibles par rapport aux risques de tourista et autres. Donc, comment ça marche? Ça marche à la fois en détruisant les virus ou les bactéries, mais en même temps en soutenant l'immunité. Alors, quand on est dans du préventif, alors je peux pas trop donner, je vais donner des détails, mais après, voilà, il faut quand même faire du sur-mesure. Là, je donne des généralités. Après, s'il y a vraiment des cas particuliers, il faut consulter un spécialiste pour pouvoir avoir les bonnes informations. Mais à 100 mg par jour de capsules d'origan, donc les prenez pas pures. Ce sont des huiles essentielles qu'on ne peut pas prendre pures en bouche. Alors, je parle par voie orale, là, par contre. On est maintenant passé dans une autre dimension qui est de dire, je veux une protection de tout mon système immunitaire. Je répète encore une fois pour l'origan, pas chez les jeunes enfants de dessous de 7 ans, pas chez les femmes enceintes, hein, et pas chez les personnes qui ont des maladies hépatiques importantes, parce que toutes les huiles essentielles absorbées par voie orale, c'est comme un médicament, il faut que ce soit métabolisé, assimilé, et c'est le foie qui s'en occupe. Donc, quelqu'un qui aurait un foie sur une maladie importante, ça ne serait pas adapté. Eh bien, si on prend 100 mg par jour, ou dit autrement, il existe dans le commerce des capsules d'origan. Alors, c'est pas pour faire de la publicité, mais celui qui a créé les premières capsules, c'est pour faire l'historique, c'est le laboratoire Pranarome. Pranarome a été le premier concepteur. Je sais qu'aujourd'hui, les copies, il y a toute la banque qui le font. Moi, je prends la version originale, et puis j'aime bien cette qualité. Des capsules d'origan, donc ça existe. Ils viennent de sortir, récemment, en tous les cas, je n'ai pas l'information à quel moment c'est sorti, mais j'ai vu ça, j'ai fait une petite recherche cet après-midi, en préparant le webinaire, des capsules d'origan avec de l'essence de citron. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que le citron a un côté hépatoprotecteur, permet de mieux tolérer. Et l'avantage de ces capsules, c'est c'est dosé en milligrammes, donc 50 ou 75 milligrammes, donc on sait combien on prend, et c'est déjà enveloppé dans de l'huile végétale qui évite de se brûler le système digestif. Et avec 1 à 2 capsules par jour, donc en gros 100 milligrammes, on sait qu'on a déjà une protection et une optimisation de notre immunité. Donc ça peut être une solution. On peut prendre ça sur des périodes de quelques semaines, pas sur des mois, à ce dosage-là. Et après, encore une fois, c'est des généralités. Voilà, c'est pas une prescription que je fais, c'est de l'information. Hein. Donc, vérifiez aussi auprès de votre thérapeute, aromathérapeute ou médecin aromathérapeute, si vous avez besoin de conseils pour vous personnaliser ou pour ceux qui me connaissent, vous pouvez également consulter. Là, c'est en consultation. Sur des périodes plus longues, on va utiliser d'autres familles qui sont les alcools, comme le thym à linalol, par exemple, comme le bois de rose, parce que ça, on peut utiliser ça ou en pédiatrie, ou sur des périodes plus longues. C'est moins puissant,
mais il y a moins d'inconvénients et plus de facilité. Une autre famille, donc là j'ai cité ces grandes familles-là, la famille des phénols, pardon. L'autre grande famille qui nous intéresse et qui a également des vertus très importantes, et ça répond à une question que j'ai vue tout à l'heure sur le chat, c'est les aldéhydes aromatiques qui sont également des stimulants immunitaires, en plus, comme les phénols, d'agir, de détruire les bactéries, de détruire les virus, les parasites et les champignons. Eh bien, je pense à deux huiles essentielles particulières. Une qui est connue pour ces vertus-là, c'est le cannelier de Chine, cannelle de Chine, ou celle de Ceylan. Hein. Mais attention, c'est pareil, ce sont des huiles essentielles qu'on n'utilise jamais pures. Elles sont très caustiques, donc il faut qu'elles soient minimum dans 90% d'huile végétale, soit en capsule, comme j'ai cité tout à l'heure, ou diluée avec de l'huile végétale à absorber en bouche. Donc ça, c'est important, autrement vous allez vous brûler. Une autre qui est moins connue, mais qu'on utilise beaucoup pour ses propriétés anti-infectieuses digestives, c'est le cumin. Le cumin contient également des aldéhydes aromatiques et un très bon désinfectant. Du reste, il fait partie de la pharmacopée ayurvédique. On utilise ça dans beaucoup de cuisines, justement, pour ses propriétés antiseptiques. Donc ça, c'est intéressant. Pour tout ce qui est gastro, donc je réponds en même temps, comme je déborde un petit peu sur le timing, hein, j'aurai un peu moins de temps pour répondre aux questions, mais je le fais en temps réel pour celles que j'ai vues, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés entre-temps. Eh bien, on va pouvoir utiliser des mélanges pour la prévention des gastro-entérites. Alors, je vais aller au plus court, parce qu'après, il faut rentrer dans le détail des huiles essentielles, mais là, on est plus dans un cours. Donc, si le sujet vous intéresse, vous me rejoindrez pour les cours pour bien comprendre. Mais pour ne pas vous laisser en reste non plus, sachez qu'il existe une spécialité également du même laboratoire que j'ai cité tout à l'heure. Je cite encore une fois, j'ai aucun intérêt commercial chez eux. Donc, c'est en toute indépendance que je parle de ça. C'est parce que j'en ai l'usage en tant que thérapeute et prescripteur. C'est Oleocaps numéro 2. O-L-E-O-C-A-P-S, Oleocaps, c'est-à-dire capsule huileuse. Hein. Numéro 2. Numéro 2 correspond, c'est marqué dessus, gastro-entérite. Et dedans, on va retrouver des phénols, on va retrouver du cannelier, on va retrouver 5-6 huiles essentielles, dont ces deux grandes familles. On ne peut pas l'utiliser, bien évidemment, chez les femmes enceintes et chez les enfants. Donc, si c'est juste en prévention, il y a un risque de gastro-entérite. Je parle de ça parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein, en fin d'année, j'ai eu un début. Donc, j'ai utilisé l'aroma très rapidement. Je l'ai envoyé en 24 heures au lieu d'être sur le flanc pendant une semaine comme certains de mes patients qui m'avaient gentiment amené dans leur bagage le virus. Hein. Eh bien, mais ça a enrayé rapidement. Eh bien, on fait ça sur des durées courtes. Mais si c'est juste du préventif, 100 mg par jour, c'est pareil. Et en traitement, en curatif, et encore une fois, c'est des généralités, on peut monter à 600-700 mg par jour sur quelques jours uniquement, 3-4 jours. Mais encore une fois, consultez si vous avez besoin d'avis spécifiques. C'est pas une consultation, c'est de l'information. On a une autre famille qui nous intéresse, qu'on peut utiliser plus souplement chez les enfants ou sur une durée un peu plus longue. Si vous n'êtes pas sûr de vous, sachez que c'est plus rassurant d'aller du côté des alcools terpéniques. Alors eux, ils sont pas boosters de l'immunité, ils vont plutôt moduler. C'est-à-dire que s'il y a des anticorps qui sont pas assez forts, on les muscle, on leur permet de se multiplier davantage. Et s'il y en a qui sont un peu trop présents et qui risquent de déséquilibrer, créer des réactions un petit peu inadaptées, comme les allergies, ou les chocs allergiques, eh bien, les alcools modulent. Et là, j'aime beaucoup le thym à linalol, ça s'écrit L-I-N-A-L-O-L, ou le bois de rose, qui sont deux très belles huiles essentielles riches en linalol. Et là, on peut l'utiliser en pédiatrie, chez les jeunes enfants, à partir d'un an ou deux, et après, en pédiatrie, vraiment très enfant, là, il faut suivre les cours pour voir ce qu'on peut faire sur les dosages. On a également le thym à tujanol, qui est un autre alcool que j'aime beaucoup parce qu'on trouve aussi dans la marjolaine des jardins, et le thym à tujanol, donc c'est les deux huiles essentielles qui en contiennent. C'est à la fois un bel alcool qui est modulateur, stimulant et qui permet de détruire aussi beaucoup de pathogènes. Donc en pédiatrie, on peut utiliser beaucoup ces deux huiles essentielles que j'ai citées. Et puis après, dans les familles, si on veut être un peu plus complet, on a les oxydes terpéniques, c'est-à-dire celles dont j'ai parlé tout à l'heure, contient de l'eucalyptol ou du cinéole, l'eucalyptus radié, le ravinsara, mais on a aussi plein d'autres huiles essentielles qui contiennent cette molécule, comme le sarro, la myrte verte, le romarin cinéole, le niaouli, il y en a plein. Mais là, voilà, dans mon webinaire d'information, je me suis contenté des deux principales et les plus faciles à utiliser. Alors, maintenant, la question légitime, c'est comment on pourrait faire ça, comment on va pouvoir utiliser ces huiles essentielles à titre préventif. Alors, un petit mélange
que je vous propose d'utiliser. Tout à l'heure, on a parlé du Ravinsara. Eh bien, c'était en mono-utilisation. C'était aussi pour illustrer mes propos. Là, j'aimerais bien associer dans un petit mélange anti-grippe l'eucalyptus radié, le Ravinsara. Je mets 3 gouttes de chaque dans ma main et je vais appliquer ça directement le long de la colonne vertébrale pour booster mon immunité. Et je fais ça tous les matins et éventuellement le soir. Le soir, c'est intéressant aussi parce que le Ravinsara un travail régule bien l'énergie et facilite le sommeil. Il n'est pas hypnotique, mais pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, on peut l'utiliser aussi dans ce sens-là. Et on fait une petite pause le week-end ou le dimanche, et on peut faire ça pendant cette période hivernale à laquelle je vous parle, pour pouvoir faire un bon mélange anti-grippe. Alors pour terminer, Alain, est-ce que tu pourrais nous parler également des troubles ORL? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en aroma? Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de la grippe, mais on est focalisé un petit peu avec l'actualité ou les coronavirus. Mais il y a également des virus un petit peu moins méchants, ceux qui nous donnent les rhumes, ceux qui nous donnent des sinusites, ceux qui nous donnent des otites, etc. Donc là, on va utiliser en réalité les mêmes familles dont on a cité, mais on va pas attaquer la grande artillerie, c'est-à-dire des phénols et des aldéhydes aromatiques. On va plutôt travailler sur des 1,8-cinéols qu'on peut utiliser en pédiatrie. On peut utiliser également les alcools, comme on peut en utiliser en pédiatrie. Et là, je vous proposais pour terminer, en effet, un petit mélange. Pareil, je vous le ferai passer pour le replay, donc vous pouvez le revoir, ces 2 formules, hein, si vous n'avez pas la possibilité de noter. Je vais associer mon eucalyptus radié. Je vous donne toujours la même chose, soit sur une base de 2 gouttes ou sur une base de, comment dirais-je, de millilitres. Donc, je commence en millilitres parce que moi, je fais un petit flacon comment j'ai fait 2, 4, 6, 8, oui, un petit flacon de 10 millilitres. Donc, je vous propose, je regarde la formule que je vous ai préparée. Donc, je vais mettre 2 millilitres d'eucalyptus radié ou 60 gouttes si on part sur la base qu'on a évoquée tout à l'heure, qu'un millilitre, ça fait à peu près 30 gouttes. Je vais mettre de l'eucalyptus mentholé, le même dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que justement, il est mucolytique. Et quand je commence à avoir le rhume, j'ai les mucosités qui s'épaississent, soit au niveau des bronches, enfin du rhume ou du début du pharynx, pharyngite, hein, ça, après ça descend sur la bronche et le bronchite, ou au niveau des sinus maxillaires, frontaux. Et à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le même mélange pour traiter mes rhumes. Là, on est en traitement, on n'est plus en prévention. Hein. Prévention, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et mon otite, je ne vais pas le mettre dans l'oreille, mais autour de l'oreille, hein, pas dans le conduit auditif. Il y a quelques huiles essentielles qu'on peut mettre dans le conduit auditif, mais là, c'est un peu délicat. Ça, on voit ça plutôt en pédiatrie, hein, sur un cours de pédiatrie. Donc là, on va le mettre autour de l'oreille. Donc, 60 gouttes dans mon flacon. Je prépare mon flacon et après, je vous donne la posologie. 60 gouttes ou 2 millilitres d'eucalyptus radié, 60 gouttes ou 2 millilitres d'eucalyptus mentholé, anti-infectieux mais mucolytique. Donc, ça va permettre de désépaissir ou de casser les mucosités et donc de mieux les éliminer. Je mets du sapin baumier. Le sapin baumier, comme son nom l'indique, c'est un baume. C'est pour tout ce qui est irrité. Si je commence à toucher, à être irrité au niveau de mes muqueuses respiratoires, au niveau gorge, eh bien, le sapin baumier est un expectorant et va également être adoucissant des zones irritées. Et je vais terminer avec ce bel alcool dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assez cher. Je vous invite à pas le dilapider. D'abord, on n'en trouve pas beaucoup, mais il est assez cher parce que c'est une variété de thym qui est difficile à faire pousser. On est obligé d'un petit peu stresser ce thym pour qu'il sécrète les molécules protectrices de tujanol. Donc, ce thym tujanol, je vais également en mettre 60 gouttes. Donc, en gros, 2 millilitres de chaque. Et pour compléter mon flacon qui fait 10 millilitres, je vais mettre un petit peu d'huile végétale. Vous pouvez mettre du noyau d'abricot, par exemple, ou d'autres huiles végétales, d'amande douce, par exemple. Et j'ai un mélange qui est tout prêt. De ce mélange-là, eh bien, c'est un mélange un peu passe-partout. Après, bien sûr, on fait des formules spécifiques dans le cas, mais avec ça, vous pouvez déjà vous débrouiller sur tous les problèmes ORL. Et on va mettre 4 à 8 gouttes en application sur le thorax, même si c'est un problème de sinusite ou autre, parce qu'on veut renforcer l'immunité et puis éviter que ça descende. Donc là, on fait une barrière protectrice au niveau du thorax, mais on peut en mettre, si c'est une sinusite, bien sûr, on va en mettre sur le front, sur les maxillaires, et si c'est une otite, on va en mettre autour des oreilles, en regard, donc en onction périauriculaire, et ça, on fait ça 4 à 6 fois par jour. C'est important. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais un virus, ça se multiplie. On parle de charge virale à l'intérieur de nos cellules, ça va très vite, donc il ne faut pas faire ça le matin et le soir. Les bactéries, 2-3 fois par jour, ça passe parce que ça se multiplie beaucoup moins rapidement. Les virus,
on parle de l'action virale, hein, un peu comme sur Internet, donc c'est pour expliquer que ça se multiplie très rapidement. Donc, il faut faire ça toutes les 2 heures à peu près, hein, toutes les 2 heures, et jusqu'à amélioration significative. Maintenant, en dehors des femmes enceintes et des enfants, on peut aussi compléter cette formule avec des capsules d'origan qu'on va pouvoir prendre par voie orale. Donc, ces capsules d'origan, si c'est celle dont j'ai parlé de Pranarum, ça s'appelle Oleocaps numéro 1, ou équivalent si vous avez d'autres habitudes dans d'autres laboratoires. Eh bien, vous allez prendre une capsule de 75 mg 6 fois par jour. Idéalement, prenez-les en mangeant, parce que autrement, ça remonte, ça peut être un peu désagréable. Donc, de matin, de midi, de soir, vous faites ça sur 3 à 5 jours, avant ou pendant les repas, mais pas en dehors. C'est pour faire un anti-infectieux général. Donc là, en agissant local, barrière, puisqu'on a démarré cet exposé à travers des barrières, on renforce les barrières, on booste l'immunité, on permet aux mucosités de continuer d'évacuer et de jouer leur rôle, on ne détruit pas, je n'ai pas parlé, le microbiote, et ça c'est extrêmement important de le savoir, c'est que notre microbiote qui sont intestinal, quand on prend des capsules d'origan, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des bactéries derrière, ou des probiotiques si vous préférez, parce que l'origan respecte l'intégrité, il est reconnu au niveau de nos bactéries comme faisant partie de ce que fabrique la nature, ce qui n'est pas le cas de l'antibiotique, et donc il n'y a pas de destruction des bonnes bactéries qui composent notre microbiote, que ce soit le respiratoire, le cutané ou le digestif. Et voilà comment on peut déjà faire un très bon travail. Et pour les enfants de 6 à 10 ans, on va faire la même formule, mais on diminue par 2 toutes les doses, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 6 capsules d'origan à partir de 6-7 ans max, minimum, hein, on n'en prend que 3 sur 3-5 jours maximum, et les mélanges dont j'ai parlé, au lieu de faire 4 à 8 gouttes, on va prendre 3-4 gouttes en local. Voilà, je pense que j'ai été assez complet. Je ne pensais pas aller si loin, hein, mais voilà, tu m'as posé pas mal de questions. Il y a peut-être, il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être je vais regarder en même temps que toi les questions. Alors, j'ai regardé, Alain, justement. Alors, je pense que tu as répondu à énormément de questions, justement. Il en reste quelques-unes, mais avant, j'aimerais peut-être, pour ceux que ça peut intéresser, d'aller plus loin, parce que là, c'est vrai que tu nous as donné beaucoup d'informations déjà utilisables. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette formation donc sur la aromathérapie familiale, qui peut donc intéresser beaucoup de personnes ce soir? Oui, merci de me le rappeler, je l'évoquais, mais j'ai oublié de le préciser. Alors voilà, si jamais vous aviez envie d'aller plus loin, à quoi vous pourriez vous attendre dans cette formation? Il y a 2 formations. Il y a des contenus qui sont assez proches, mais qui sont abordés différemment. On va parler surtout de la familiale, hein, parce que surtout vous qui m'écoutez ce soir, il y a peut-être quelques professionnels de santé, je vous expliquerai la différence. Ce que vous allez avoir dans ce cours, c'est justement, là, en 1h20, j'ai balayé le sujet. Bien sûr, j'essaie d'être le plus précis possible, de vous donner aussi, c'est ma marque de fabrique, d'essayer de vous donner le plus généreux possible, de vous donner des utilisations concrètes que vous puissiez faire. Mais si ça vous plaît et que vous avez envie d'être plus autonome et de comprendre les mécanismes et d'avoir des possibilités d'action un petit peu plus larges, eh bien, ce que vous allez trouver dans cette formation d'aroma familial, qui, entre parenthèses, connaît un vif succès, hein. Je regardais les chiffres là, donc je suis content parce que ça a démarré doucement. Et puis là, je vois qu'il y a un véritable engouement, donc je m'en réjouis. Et peut-être que ce soir, vous serez encore nombreux à nous rejoindre. Eh bien, vous allez trouver toutes les bases des molécules, des familles moléculaires. Donc, je les ai évoquées rapidement, mais je vais détailler un petit peu plus. Les dosages qu'on va pouvoir utiliser, les durées pendant lesquelles vous allez pouvoir utiliser sans vous mettre en danger, tout en restant efficace. Vérifier aussi qu'on est conforme par rapport à vos possibilités. Donc, quelques petits signes qui vous disent attention, là, si je commence à être un peu bizarre, ça correspond, j'ai peut-être un peu utilisé trop longtemps. Donc, en gros, pour faire simple, je vous donnais tout le code de bonne conduite de l'utilisation des huiles essentielles afin que vous puissiez les utiliser en toute sécurité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, les huiles essentielles sont libre-service. À la fois, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans la mesure où on les rend accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de censure. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Mais c'est pas bien dans le sens où, eh bien, les gens qui vendent des huiles essentielles sont pas forcément des aromathérapeutes, sont pas forcément formés en aromathérapie et mettent pas forcément les mises en garde. Alors, soit on dit, on met rien dessus, on sait pas comment on peut faire, ou soit on regarde sur Internet. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur Internet, mais je peux vous assurer qu'en tant que spécialiste, il n'y a pas que des choses justes et vraies. Il y a à boire et à manger, et c'est pas toujours une bonne idée que de se fier, de faire une confiance aveugle sur des sites
sont pas forcément vérifiés, donc il n'y a pas de contrôle, donc vous pouvez bien tomber, mais vous pouvez mal tomber. Moi, c'est en tant que professionnel de santé que je donne cette formation avec mon engagement que vous puissiez être en toute sécurité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous allez trouver, c'est justement eh bien, les 20 huiles essentielles. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais 20, 25 ou 30, je ne sais plus combien il y en a précisément, au moins une trentaine exactement, oui, d'huiles essentielles qu'on peut utiliser dans son quotidien, pour les maux du quotidien. Bien sûr, la thématique de ce soir, c'était l'immunité, mais on a plein d'autres possibilités d'utilisation des huiles essentielles, soit dans le domaine digestif, dans le domaine du sommeil, dans le domaine des problèmes, de peau, dans le problème, voilà. Puis après, il y a des thématiques spécialisées, mais ça, c'est plus l'aroma familial, c'est des modules qu'on rajoute, par exemple en pédiatrie, j'ai cité tout à l'heure, pour les femmes enceintes, pour les personnes qui veulent vraiment agir sur la douleur, etc. Donc après, vous avez des modules spécialisés. Et après, l'aroma scientifique, on va un petit peu plus loin, il y a un petit peu plus de formules, donc je donne plus de possibilités, et surtout, il y a un module plus scientifique, plus technique, on va dire, parce que l'aroma familial reste scientifique également, c'est toute la partie biochimie. Donc ça intéresse plus les professionnels de santé. Voilà, donc en plus, vous avez des conditions extrêmement favorables au niveau financier, donc pour un investissement de quelques dizaines d'euros, vous pouvez vraiment vous faire un beau cadeau. Et après, c'est des cours, vous gardez toute votre vie, vous pouvez les voir, les revoir, avec les supports de cours et avec les formulaires. Ceux qui ont déjà acheté les cours, qui m'écoutent ce soir, je leur ai dit, parce que ce sont des questions qu'on a, Emma, hein. Les gens me disent, on ouvre pas les formules, c'est dans le support de cours. On a vérifié tous les deux, donc vous avez les formules, et voilà, de temps en temps, quand on a des gens qui sont abonnés, qui sont identifiés, qui sont à faire des cours et qui coincent, et qui ont besoin d'un petit complément. Voilà, je peux pas faire systématiquement, mais le plus souvent possible, j'essaie de vous amener un petit complément en vous donnant une petite formule complémentaire ou un conseil. Voilà ce qu'on peut trouver, donc que des bonnes choses. Alors, il y a finalement, bon, je regardais en même temps les questions, donc effectivement, tu as répondu à énormément de questions. Il y en a deux qui reviennent assez souvent. C'est lorsqu'on a une maladie auto-immune, est-ce qu'on peut quand même utiliser les huiles essentielles? Oui et non. Oui, mais là, je peux pas répondre si, je peux répondre à la question, mais je peux pas répondre comment il faut faire. Parce qu'en effet, il y a des huiles essentielles, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont booster l'immunité. Donc, on est obligé d'être prudent. Et là, il faut faire du sur-mesure, justement, avec les phénols, les aldéhydes aromatiques qui sont immunostimulants. Et comme on a déjà un système immunitaire qui est déséquilibré, en tous les cas, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, et ça me permet de faire un petit apport par rapport à cette question, c'est qu'au départ, le système immunitaire, il marche bien. C'est parce que justement, l'environnement dans lequel nous vivons n'est plus forcément adapté à cause des polluants, à cause du stress, que petit à petit, on va faire en sorte que le système immunitaire, à un moment donné, va être trop réactif. Hein, c'est un peu comme si vous avez du bruit. Il y a du bruit, là c'est calme, puis d'un seul coup, il y a du bruit, vous réagissez une fois, vous êtes surpris. Et si à un moment donné, il y a trop de bruit, ce serait du stress chimique, trop fréquemment, et bien à un moment donné, vous allez vous énerver au moindre comment dirais-je, à la moindre pollution sonore ou chimique, et vous allez avoir une réponse disproportionnée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est l'environnement qui va créer ces maladies immunitaires. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter dans le domaine, c'est que la première chose à faire en immunité, avant, et c'est ce que je fais en consultation quand les gens viennent au cabinet, une consulte pour ceux qui sont loin de ma région du sud-ouest, à travers les outils modernes que sont Internet, eh bien à ce moment-là, on va déjà commencer par renforcer les barrières intestinales, barrières cutanées, barrières respiratoires, parce que tant que la barrière n'est pas intègre, n'a pas une bonne efficacité, il y a des molécules telles que les acariens, telles que les moisissures, tels que les pollens au moment du printemps ou des résidus de molécules alimentaires qui passent ces barrières, et le système immunitaire il réagit en permanence. Donc, dans un cas, ça peut donner des réactions allergiques, mais c'est aussi ce qui va être à l'origine de pas mal de maladies dysimmunitaires. Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à la question qui était posée par notre cher auditeur. Mais, donc oui, quand il y a des maladies dysimmunitaires, là, on ne peut pas faire d'autoprescription. Il faut prendre un avis d'un professionnel on peut faire des choses. Hein. Par exemple, les alcools ne posent pas de problème, les alcools terpéniques, parce qu'ils sont immunomodulants. Mais phénols et aldéhydes aromatiques, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on est obligé d'être prudent. J'ai une petite question entre-temps sur Dadeline qui pose la question sur la lavande vraie pour les otites. Elle est bien en plus de l'eucalyptus radié. Tout à fait, Adeline. C'est pour ça qu'il y a des cours. Voilà, comme vous l'avez observé vous-même, je ne peux pas en 1 heure et quart tout balayer la matière. Petit rappel, pour faire un petit peu de teasing,
Hein. C'est aussi le but de ce webinaire, c'est de vous informer ce que vous pouvez trouver si vous voulez aller plus loin. Il y a plus de, je ne sais plus si tu as les chiffres en tête, Emmanuel, mais il y a plus de 10 heures de 9 heures de cours, 10 heures de cours, hein, de base, plus tous les supports. Ça, c'est que pour les bases, c'est-à-dire l'aroma familial, l'aroma au quotidien, et après, il y a des modules spécialisés par thématique. Donc oui, la lavande vraie, on peut l'utiliser. Ça fait même partie des rares exceptions où on peut mettre une petite goutte dans le conduit auditif. Donc c'est celle à laquelle je pensais tout à l'heure. Alors là, il y a également plusieurs questions sur les animaux. Il y a 2 questions sur les animaux. La première, elle concerne, tout à l'heure, tu parlais de faire de la diffusion d'huile essentielle. On sait que apparemment pour les chats, c'est pas forcément très bon. Est-ce que ça peut être gênant ou pas? Ça, c'est la première question sur les animaux. Oui, alors c'est pas bon, là c'est pas un cours de vétérinaire qu'on fait, mais je peux répondre pour nos amis qui ont des animaux de compagnie dont je fais partie. Les voies de diffusion ont très peu de contre-indications, y compris pour les animaux, parce qu'en fait on a des concentrations moléculaires qui sont suffisantes pour avoir un rôle aseptique, donc assainir l'atmosphère, mais pas suffisant pour être toxique. Et par rapport à la question de l'auditrice, les chats ont en effet des systèmes de détoxication ou d'élimination ou d'absorption d'élimination des molécules aromatiques qui sont différents des nôtres. Donc, beaucoup de prudence. Il y a beaucoup de contre-indications sur les applications cutanées au niveau des chats, qui ont à la fois parce qu'ils peuvent pas, par rapport à leur système hépatique, mais aussi par rapport à la sensibilité de la peau. En diffusion, pas de problème. Si ça les dérange un peu trop, rassurez-vous, ils iront un petit peu plus loin, ils s'éloigneront, donc pas de problème par rapport à ça. Alors sinon, il y a également une question d'une personne qui dit, mais alors si je suis seule, comment je peux faire pour me mettre des gouttes au niveau de la colonne vertébrale? Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits? Ah mais seul, c'est pas... Tout à l'heure de Ravinsara, le long de la colonne vertébrale. À moins d'avoir comment dirais-je, une calcification des épaules, mais voilà, je peux vous faire une démonstration, hein. Voilà, j'ai mes huiles essentielles, je les applique ici. Donc voilà, c'est pas tout le long, c'est sur le bas de la colonne vertébrale, au niveau lombaire, eh bien, on peut les mettre soi-même. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, je fais ça le matin, je ne le fais pas appliquer par quelqu'un. Après ma douche, mettez quelques gouttes dans la main et vous appliquez le long de la colonne vertébrale. Bien sûr, autrement, si vous pouvez pas, vous avez des problèmes d'articulation, à ce moment-là, vous pouvez le mettre sur la poitrine, c'est tout à fait envisageable aussi. Et voilà, mais la colonne vertébrale, c'est pas tout le long. Je me suis peut-être mal exprimé. C'est au niveau lombaire, hein, là où vous pouvez passer avec la main. Écoute, je crois que malgré tout, tu as répondu à quasiment toutes les questions, parce que là, je suis encore en train de les... Après, ce sont des cas très particuliers ou qui ne sont plus... Pour la libido, c'est essentiel pour la libido, mais voilà, après, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Voilà, on est plus sur le thème de ce soir. Ce que je peux juste dire, parce que j'ai oublié de le citer, il y a un séminaire que je donne au mois de... Je n'ai pas les dates, mais sur le site de Bibouda, vous les trouverez, c'est au mois de juin, à Toulouse. Donc, bien sûr, si vous habitez... à Lille, c'est un petit peu plus embêtant, hein, mais bien qu'il y ait des Lille Toulouse, puisque moi je donne des cours à Lille de temps en temps, mais voilà, dans la région, pour ceux qui habitent dans le Grand Sud-Ouest, je donne une fois par an un séminaire en présentiel, c'est-à-dire physiquement, donc vous me verrez, et surtout, c'est pas que de me voir, parce que là vous me voyez ce soir, et le fait d'être en direct, c'est plus sympa, mais c'est surtout le fait qu'on va manipuler les huiles essentielles au niveau olfactif, et ça répondra à la personne qui posait la question sur la libido, je pense à ça, où on va utiliser par exemple l'ylang-ylang ou d'autres, ou la cannelle, et donc on voit qu'on a directement une action entre les molécules aromatiques et le système limbique, c'est-à-dire la partie émotionnelle, et donc on peut utiliser ce séminaire-là. Je peux pas le faire je peux pas le faire, je pourrais, mais on perdrait en qualité à distance, puisqu'il faut vraiment sentir les huiles essentielles. On fait ça sur des petits groupes, voir comment on réagit et avoir justement un petit peu comme on ferait de l'onologie, c'est-à-dire qu'en fonction des molécules, on comprend les mécanismes, comment ça agit, et on peut également avoir une ouverture sur des mondes sensibles, et on peut utiliser ces huiles essentielles pour justement augmenter sa perception, sa sensibilité, ou tout simplement pour apaiser son système nerveux à travers des angoisses, anxiété, ou voyager, faire un voyage olfactif. Alors, je te propose une dernière question, c'est de Françoise. Tu parlais tout à l'heure du type de diffuseur. Est-ce que tu peux nous en montrer un ou dire quel type de diffuseur? Oui, alors diffuseur, je vais faire le mien, il faut que je me déplace un petit peu.
je vais essayer de pas faire malheur, diffuseurs ultrasoniques, c'est-à-dire quand je disais électrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont presque tous comme ça. Là où on chauffe les huiles essentielles, vous oubliez, c'est bien pour l'ambiance, mais ça marche pas. Donc le mieux, c'est des huiles essentielles, des diffuseurs ultrasoniques où on met de l'eau, je vais vous amener le mien, qui est juste à côté. On met de l'eau, les huiles essentielles se mélangent pas dans l'eau, elles vont flotter. Mais dedans, il y a une petite pastille qui permet de faire brumiser l'eau, c'est comme une évaporation, mais sauf que l'eau reste froide, hein, c'est des ultrasons, et donc ça fait évaporer. Alors je vais vous faire voir le mien. Je voulais le faire marcher, mais je peux pas parce que la prise électrique est passée. Donc ça, c'est un diffuseur. On trouve ça dans les. Alors c'est un gros, hein, parce que moi c'est pour mon cabinet. Donc là, je le recule un petit peu pour que vous voyez. Donc ça vous donne une dimension. Donc là, moi c'est un gros diffuseur. En plus c'est joli, c'est en bois. Dedans, il y a de l'eau. Je sais pas si vous voyez, voilà, un petit peu coloré parce qu'il y a des huiles essentielles. Je vais déposer comme celui-ci est gros. Moi, je mets 8 à 10 gouttes d'huile essentielle. C'est branché sur une prise, il y a un programmateur et ça va se déclencher et la vapeur va sortir. Et pour ma pièce, qui est quand même assez grande, hein, qui fait à peu près 20 mètres carrés avec des plafonds très hauts, eh bien, ça va permettre, à 5 minutes par heure, ça me permet soit d'avoir une ambiance, je vais utiliser, c'était pas le sujet ce soir, mais on peut l'utiliser aussi pour apaiser le système nerveux, pour se préparer à une méditation, pour se calmer, pour se détendre, à diffuser avant le sommeil dans une chambre d'enfants, par exemple, ou moi j'utilise des mélanges justement à base, comme j'ai dit tout à l'heure, de sapin, de pin. Voilà, donc diffuseur ultrasonique. Je repose et je reviens. Alain, je te remercie très très fort pour cette nouvelle conférence sur l'aroma. Je pense qu'elle a eu beaucoup beaucoup de succès et il se trouve que ce soir, tu as franchement beaucoup répondu aux questions en avance. Donc, c'est assez incroyable puisque souvent, on a des nouvelles questions. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui ont été répondues pendant la conférence. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir encore. Et puis, à bientôt pour d'autres conférences. Alain, je te laisse le mot de la fin et puis avant de nous quitter. Oui, bah merci. Je vois vous êtes plus de 600 encore, 650 en ligne. Donc, en effet, bah c'est ma récompense, c'est mon plaisir. Je donne et je reçois par votre présence. Même si je vous vois pas, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux derrière. J'ai même souvent des petits témoignages. De temps en temps, je reçois des mails et tout. Ça me fait grand plaisir. C'est un échange, hein, c'est un échange. J'aime tellement les médecines naturelles, tellement les huiles essentielles, elles me rendent tellement de services que plus on est nombreux à pouvoir les utiliser et plus c'est intéressant. Donc, prenez soin de vous, passez un bon hiver, ne rentrez pas dans la psychose. Le stress est immunodépressif, donc évitez de rentrer dans le stress. Ayez confiance dans les pouvoirs des huiles essentielles, faites-en l'expérience et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, un prochain webinaire ou à travers des cours ou pourquoi pas pour les Toulousains ou les gens du Sud-Ouest, le plaisir de se rencontrer de visu. Et de temps en temps, je rencontre des abonnés de Bibouda au cours de salon, au cours de conférences. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger. Donc, merci à vous pour votre écoute. Prenez soin de vous et bonne diffusion et bonne utilisation des huiles essentielles. À bientôt.